De nos activités sous 3 angles. Le premier, c'est par rapport aux activités que nous avons menées avec le Forum des organisations de la société civile ivoirienne, notre première organisation qui a fait de la réconciliation son cheval de bataille. Donc, le 15 novembre 2017, nous avions lancé un projet qu'on a dénommé Opération Zéro Violence en 2020. Et dans le cadre de ce projet-là, nous avons mené des consultations tant au niveau national qu'auprès des réfugiés au Ghana pour savoir ce que les Ivoiriens pensaient de la réconciliation puisque les résultats de la CDVR n'ont pas été exploités. Et donc, à l'issue de ces consultations, nous nous sommes rendus compte que le problème n'était pas au niveau des populations, mais plutôt au niveau des politiques. Parce que tout le monde était vraiment pour la réconciliation et donc nous avons entrepris certaines démarches. La première, c'est que après avoir fini avec nos consultations le 31 mars, le 31 mai 2018, nous avons adressé au chef de l'État un courrier pour demander une amnistie générale. Et le 20 août 2018, nous avons déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la réconciliation. Donc, après avoir déposé ce courrier le 31 mai, lors du discours du 6 août 2018, le président de la République a pris une amnistie, nous avons été soulagés parce que nous pensons que nos actions ont contribué également à cela, même si c'était pas l'amnistie générale que nous avons demandé qui a été prise. Et donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que dans le cadre de nos activités avec Action pour la restauration de la dignité humaine, ARDH, nous avons permis aux Ivoiriens de prendre conscience qu'il était nécessaire de lutter pour leurs droits. Nous avons regroupé au sein de cette plateforme plusieurs groupes de victimes, notamment tous ceux qui ont été victimes de la suspension de l'agrobusiness. Il y avait les syndicats des pompes funèbres, il y avait tous les déguerpis de l'époque. Et donc, nous pensons que ça aussi, c'est comptable de notre bilan avec les gilets oranges que nous avons lancés, même si le pouvoir ne nous a pas permis de manifester comme nous le souhaitions. Ensuite, avec ACI, notre cheval de bataille a été la lutte pour des élections apaisées. Donc, nous avons contribué aux réflexions pour la réforme de la CEI. Malheureusement, le dialogue politique sur cette question n'a pas été mené de façon franche et ça a donné les résultats que nous connaissons, une CEI contestée. Nous avons également fait beaucoup de propositions à travers plusieurs conférences de presse sur les conditions pour des élections apaisées. Donc, nous pensons que notre bilan, il est positif. Il a permis à toute la société civile, à toute la Côte d'Ivoire de savoir que la société civile pouvait travailler autrement que de se limiter à rechercher des financements pour des projets de développement. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement, en réalité. La contribution de la société civile avant 2017 était plutôt timide et se limitait au développement. Même dans le plan national de développement, il est écrit que la société civile doit participer à la gouvernance. Mais il n'y a pas eu de véritable mécanisme qui a été mis en place pour permettre à la société civile de s'exprimer réellement sur la gouvernance en Côte d'Ivoire. Donc, à partir de 2017, nous sommes dit qu'il fallait sortir de ce registre-là pour se prononcer sur les questions d'ordre politique. Parce que quand les gouvernants prennent des mauvaises décisions, comme celles qui nous ont envoyé la guerre, c'est le peuple qui est la première victime de ces décisions-là. Donc, il fallait que désormais,
on ne laisse plus les politiques seuls décider pour nous. Donc, nous avons décidé que désormais, il fallait que la société civile se prononce sur les questions politiques et fasse des propositions dans l'intérêt du peuple sur toutes ces questions-là, afin de contribuer véritablement au débat national sur les questions politiques. Et donc, en termes d'impact, nous dirons que depuis que nous avons commencé cela, parce que chaque fois que besoin est, nous organisons des conférences de presse, nous faisons des propositions, nous écrivons au gouvernement avec des ampliations aux chancelleries pour faire la pression qu'il faut afin que nos demandes, nos propositions soient prises en compte. Même dans la gestion du Covid, c'est dans la période de la gestion du Covid que nous avons initié les 10 minutes de Pulchérie Balé. C'était justement pour nous prononcer tous les jours sur tout ce qui ne va pas. Et je pense que à certaines réactions du gouvernement à la télévision comme dans les journaux, nous avons pu nous rendre compte que ce que nous faisons a un véritable impact, et ça a dynamisé aussi la société civile parce que d'autres fêtières se sont créées et essaient de faire comme nous. Et c'est même très important que nous revenions sur ces conditions. On va commencer par nos motivations. Nos motivations sont simples. Nous sommes à 3 mois des élections et nous pensons que les conditions ne sont pas réunies pour que nous allions à des élections apaisées, simplement parce que le dialogue politique n'est pas sincère, il n'est pas franc, il n'est pas entier, il n'existe même pas. Et dans ces conditions-là, si en plus nous avons une CEI qui travaille à la solde du pouvoir, il y a un problème. Donc, nos revendications s'articulent autour de 4 points. Le premier point concerne la révision de la liste électorale. Le droit de vote est un droit citoyen, c'est le premier droit politique qu'on a le droit de dénier à personne. Et donc, il n'est pas normal que le gouvernement, sachant que nous sommes dans une situation de crise, se permettent de retarder cette opération de révision électorale. Selon le code électoral, la révision de la liste électorale se fait annuellement. Nous ne respectons pas cette disposition en Côte d'Ivoire. En 2018, à la faveur des élections locales, il y a eu une révision sur seulement une semaine, du 18 au 24 juin 2018. Ça n'a pas été suffisant. En 2019, il n'y a pas eu de révision électorale et en 2020, malgré la Covid, on a programmé un peu tardivement cette opération. Et donc, on l'a programmé sur 14 jours, alors que nous étions dans une situation où il y avait l'isolement d'Abidjan. L'isolement d'Abidjan n'a pas permis, n'a pas facilité l'acquisition des pièces administratives pour tout le monde. Parce que il y a des gens qui sont nés à Abidjan, qui étaient à l'intérieur au moment de l'isolement d'Abidjan. Donc, qui ne pouvaient pas facilement venir à Abidjan et vice-versa, des personnes qui ont été bloquées à Abidjan, qui n'ont pas pu partir aussi à l'intérieur faire leurs pièces. Il faut préciser qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des personnes font leurs pièces dans les périodes d'examen et concours, c'est-à-dire de mai à juin 2000, enfin de l'année de toutes les années en général. Il se trouve que la Covid étant intervenue en mars, avec toutes les restrictions qu'il y a eu, beaucoup ont été surpris et n'ont pas pu faire leurs pièces. Donc, quand, dans le mois de juin, on demande aux gens de boucler l'opération de révision de liste électorale, c'est évident que plusieurs ont eu des difficultés pour obtenir leurs pièces. En dehors des tracasseries liées à l'isolement d'Abidjan, il y a le fait que on a constaté une lenteur administrative dans le traitement des dossiers. Après avoir fait un bilan avec les nouveaux majeurs, il ressort que, par exemple, à Dabou, sur 30 000 demandes déposées, seulement 200 ont été traitées. À Mans, sur 16 000 demandes déposées, seulement 300 ont été traitées. Au Plateau, sur 20 000 demandes déposées, seulement 1500 ont été traitées. À Cocody, sur 8 000 demandes, seulement 350 ont été traitées. Donc, imaginez un peu sur toute l'étendue du territoire, sur les 201 communes que nous avons, combien d'Ivoiriens sont restés avec leurs pièces sous la main ou leurs pièces dans le circuit pendant la clôture de cette opération de révision électorale. Nous estimons donc
que la liste électorale étant la base d'une élection crédible, nous ne pouvons pas aller à ces élections sans permettre à ces millions d'Ivoiriens qui n'ont pas pu s'inscrire de s'inscrire sur la liste. Donc, notre premier point de revendication, c'est que au plus tard, le 6 août 2020, le président de la République prenne une ordonnance pour reprogrammer cette révision électorale. La seconde revendication porte sur le dialogue inclusif. Nous l'avons dit tantôt, il n'y a pas de dialogue sincère entre les politiques, alors que c'est ça la base, en réalité, de la paix, de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous demandons donc que le 6 août 2020 au plus tard, le chef de l'État prenne une grâce présidentielle pour annuler toutes ces condamnations qui ont été faites par contumace, pour permettre à tous les prisonniers politiques et militaires d'être libérés, sécuriser le retour des exilés afin que tous les Ivoiriens puissent se retrouver en Côte d'Ivoire pour décider d'un consensus autour des élections. Et c'est à partir de ce consensus-là que nous pouvons véritablement organiser les élections parce que ensemble, tous les leaders vont dire s'ils veulent organiser les élections effectivement le 31 octobre, comment ils vont le faire, sur la base de quel calendrier. S'ils veulent aussi reporter, c'est ensemble qu'ils vont en décider et aussi décider du calendrier. Nous pensons que ça peut permettre effectivement d'avoir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le troisième point de revendication porte sur la CEI. Déjà, 2 arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont remis en cause la composition de la CEI. À défaut d'une réforme, comme l'avait demandé le premier arrêt, au moins on peut faire une bonne recomposition. Et donc, il est impératif de le faire parce qu'un organe qui organise des élections dans un contexte de crise devrait avoir la confiance de tous les acteurs, ce qui n'est pas le cas actuellement. La quatrième revendication porte sur le Conseil constitutionnel. On n'en parle pas suffisamment, mais il ne suffit pas d'avoir une bonne CEI. C'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs des élections. Donc, si ce Conseil constitutionnel est assujetti au président, au RHDP, il y a un problème. Selon l'article 128 de la Constitution, le Conseil constitutionnel devrait être composé de 9 membres. Ces 9 membres sont les suivants. Le président du Conseil constitutionnel, qui est nommé par le président de la République selon l'article 129, les anciens présidents de la République. Et dans notre cas, il y a 2 qui sont concernés. Le président Laurent Gbagbo et le président Bédié, s'ils le souhaitent. Et ensuite, il y a 6 conseillers. Ces 6 conseillers-là sont proposés il y a 3 qui sont proposés par le président de la République, 2 par le président de l'Assemblée nationale et 1 par le président du Sénat. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, en 2014, le président lui seul a nommé 9 membres au Conseil constitutionnel. Ces 9 membres-là ont un mandat de 6 ans non renouvelable. Ça veut dire qu'en 2020, leur mandat devait prendre fin. Le président de la République a pris un décret pour non seulement prolonger leur mandat, mais il a nommé encore 3 autres membres. Donc, le Conseil constitutionnel actuel, là, il est illégal. Il n'est pas normal qu'on repose sur un tel Conseil constitutionnel pour aller à des élections qu'on voudrait crédibles et transparentes. Et donc, voilà nos 4 points de revendication et nous pensons que si ces 4 points de revendication sont satisfaits, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas d'élections apaisées. C'est pour cela qu'au nom de la paix, au nom de la stabilité, nous avons lancé cet ultimatum. Effectivement, si au 6 août, nous n'avons pas satisfaction sur ces 4 revendications, nous allons confirmer le 7 août à l'occasion d'une conférence de presse que nous allons organiser pour analyser le discours de la veille du chef de l'État. Nous allons confirmer notre mot d'ordre pour le 14 août à la place de la République. La répression du pouvoir, on l'a subie déjà, parce que nous sommes dans un pays où on ne respecte aucun principe démocratique. Il est important que les Ivoiriens sachent qu'en juin 2018, le pouvoir en catimini a modifié le code pénal pour introduire des articles qui ne rendent plus les manifestations pacifiques déclaratives. Dans notre Constitution, dans l'article 20, il est écrit que nous pouvons faire des manifestations pacifiques. Et on n'a pas besoin d'autorisation pour cela. Mais le nouveau code pénal
voté en 2018, dans ses articles 196 à 200, impose une autorisation pour pouvoir manifester, et pour les organisateurs et pour les participants. Et ceux qui feraient des manifestations sans autorisation sont passibles de peines qui vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Et ça, nous trouvons que c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un code soit anticonstitutionnel. Donc, la répression, là, nous sommes déjà dans la répression à travers toutes ces décisions anticonstitutionnelles qui se prennent. Et on ne devrait pas avoir peur de lutter pour la paix parce que ce que nous demandons est objectif et ce que nous demandons est normal. Ce que nous demandons est également légitime. Nous voulons des conditions pour des élections apaisées et la loi fondamentale étant au-dessus de toutes les lois, en nous appuyant sur l'article 20, nous n'avons pas de raison d'avoir peur. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons opté pour un sit-in. Parce que dans les marches, il est possible de créer des infiltrations et puis d'accuser les gens de certaines choses. Et donc, nous n'avons pas peur. Nous pensons que nous sommes déjà dans la répression morale, dans la répression juridique. Et donc, nous pensons qu'il faut prendre nos responsabilités. Si nous voulons vraiment imposer ou exiger que le pouvoir en place fasse les choses normalement. Donc le 14, nous allons faire notre manifestation. Nous n'avons pas peur du tout parce que nous sommes déjà habitués à la répression. On l'a déjà subi avec les gilets orange également. On connaît leur méthode, mais il faut que nous prenions nos responsabilités. Dire à ces personnes-là de ne pas faire injure à notre intelligence. Nous avons fait des études, nous avons créé une plateforme de la société civile, c'est pour jouer un rôle dans la société. Et ce rôle-là, quand il est méconnu de certaines personnes, c'est là qu'elle s'adonne à ce genre de réflexion. Nous l'avons dit tantôt, la société civile est censée mener un rôle de contrôle citoyen. Ça veut dire que la vraie société civile se prononce sur la gouvernance du pouvoir en place. Donc, nous sommes dans notre rôle. Et quand il y a des problèmes dans la gouvernance, il est tout à fait normal que certaines de nos revendications rejoignent celles de l'opposition. Mais quand les gens nous écoutent, quand nous donnons nos arguments, ce qu'ils doivent se demander, c'est est-ce que ce que nous disons est réel? Est-ce que ce que nous disons est pertinent? Quand la réponse est oui, c'est pas la peine d'aller dans des élucubrations qui salissent la lutte des autres. La société civile, la vraie société civile a le droit de se prononcer sur la gouvernance et c'est ce que nous faisons. Donc, nous ne sommes pas un bras séculier de l'opposition. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'opposition même nous combat. On va pas entrer dans les détails ici parce que c'est pas le sujet, mais nous ne sommes pas un bras séculier de l'opposition. Nous faisons notre travail, nous dénonçons ce qui ne va pas dans la société et quand ça va dans le sens de l'opposition, il faut pas le prendre comme un soutien forcément à l'opposition. Nous menons nos activités en levant des cotisations auprès de nos membres. Ça, c'est notre première source de financement. Ensuite, moi-même, en tant que présidente de ACI, j'ai un travail, j'ai un salaire et donc nous travaillons sur la base de nos cotisations et de mes fonds propres. Maintenant, pendant que nous travaillons, nos résultats incitent certaines personnes à nous aider. Et ça, nous n'allons pas le nier. Il y a des gens qui apprécient notre travail, qui parfois nous font des dons. Mais ce n'est pas l'opposition qui nous finance. Et ça, nous tenons à être clairs là-dessus. Nous travaillons selon nos moyens et nous bâtissons notre stratégie selon nos moyens. Avant de répondre à votre question, il est important de dire que le comportement des partisans du RHDP n'est pas étonnant.
Parce que depuis que nous connaissons le RHDP au pouvoir, ils ont toujours été dans les violations constitutionnelles. Donc, c'est normal que leurs partisans se permettent ce genre de prise de position qui vont à l'encontre de la Constitution. Mais en ce qui concerne le chef de l'État, c'est un problème d'éthique. Est-il normal qu'après avoir le 5 mars dit devant toute la communauté nationale et internationale qu'il passerait la main, ou du moins qu'il passe la main puisqu'il l'a fait, est-il normal qu'il autorise, qu'il laisse ses partisans s'adonner au folklore auquel nous assistons? Nous, dans tous les cas, nous attendons que lui-même il se prononce avant de réagir. Notre mot de fin s'adresse à tous les Ivoiriens et particulièrement à la jeunesse. Le défi auquel nous devons faire face aujourd'hui, c'est d'éviter à notre pays une autre crise pré- ou post-électorale en nous battant, en luttant pour obtenir les conditions, les meilleures conditions pour des élections apaisées. C'est pour cela que nous voulons vous lancer un appel pour que chacun se prépare pour le 14 août afin de venir à la place de la République avec ACI, réclamer la paix, réclamer des élections apaisées. Nous voulons vraiment compter sur chacun. Que Dieu vous bénisse.